Peut-on briser les chaînes de la dépendance sans attendre l'aval de quiconque? Au Burkina Faso, une tentative inédite secoue les certitudes, et c'est toute l'Afrique qui retient son souffle. Longtemps, le monde a vu ce petit pays enclavé comme condamné à la pauvreté, cerné par des voisins agités, soumis aux diktats étrangers. Un pion de plus sur l'échiquier africain, destiné à subir. Mais tout a changé avec l'ascension du capitaine Ibrahim Traoré. Un jeune officier, même pas âgé de 35 ans, qui refuse les compromis tièdes et les promesses creuses d'aides extérieures. Ici, la résistance ne se cache plus. L'armée se réorganise, les villages s'embrasent d'un souffle nouveau, et le peuple relève la tête devant ceux qui, hier encore, imposaient leur volonté. L'ordre ancien chancelle sous les yeux d'un monde partagé entre fascination et crainte. Ce pari d'indépendance attise l'espoir sur tout le continent. Pour certains, c'est le début d'une souveraineté retrouvée. Pour d'autres, la promesse d'un chaos imprévisible. Le sort du pays se joue à présent. Si Traoré faillit, c'est l'effondrement d'un Burkina déjà épuisé, la mise à mort d'un rêve africain. Mais s'il tient, une alternative radicale au modèle postcolonial pourrait naître, créant un précédent impossible à ignorer. Comment en est-on arrivé là? Pour mesurer la portée de ce séisme, il faut en retracer la genèse. Regardons de près les racines de la crise burkinabé, comprendre l'enchaînement d'événements qui a rendu cette rupture possible. Tout commence bien avant l'irruption de Traoré sur la scène nationale. Des décennies durant, le Burkina Faso n'a fait que survivre, ballotté au gré de volontés étrangères, tel un pion silencieux sur un échiquier dont il ignorait les règles. Derrière les symboles d'une nation indépendante, la souveraineté n'était qu'un mirage. Chaque décision majeure, sécurité, économie, diplomatie, attendait la validation d'intérêts extérieurs. Les grandes puissances écrivaient l'agenda, et le Burkina Faso patientait, impuissant, que son sort soit tranché dans des capitales lointaines. Prenons l'exemple de l'aide internationale dans les années 80. La France, ancienne puissance coloniale, imposait ses conditions pour le moindre prêt ou projet de développement. Les sociétés étrangères exploitaient les ressources minières, comme l'or de Bobo Dioulasso, sans que les richesses ne profitent réellement à la population locale. Les partenariats officiels, sous couvert de coopération, servaient d'instruments de contrôle sophistiqués. Les alliances régionales, comme la CEDEAO, se muaient en levier de domination, resserrant chaque jour un peu plus l'étau de la dépendance. À chaque sommet, à chaque traité, l'autonomie du pays rétrécissait, la soumission s'enracinait. Les chefs d'État burkinabés défilaient à Paris ou à Bruxelles en quête de financement, parfois au prix de concessions majeures sur le coton, l'or ou les infrastructures. Les élites locales entretenaient le mythe. Rechercher l'indépendance serait suicidaire. Elles répétaient sans relâche que, sans soutien extérieur, le Burkina Faso s'effondrerait économiquement, militairement, socialement. Cette peur savamment cultivée étouffait toute velléité de rupture, érigeant la résignation en norme. Quand Blaise Compaoré, au pouvoir pendant 27 ans, évoquait la nécessité d'aligner la diplomatie sur celle des bailleurs de fonds, peu osait le contredire publiquement. Peu à peu, la population s'est épuisée. Les rêves d'émancipation s'amenuisaient, étouffés par la lassitude et l'impuissance. Pourtant, une étincelle subsistait, tapie entre résignation et résistance silencieuse. Dans l'ombre, des voix chuchotaient encore des rêves de dignité, guettant l'aube d'un renouveau. Au marché de Ouagadougou, des jeunes discutaient déjà, dans les années 2010, d'un Burkina libre, même si cela semblait alors irréaliste. Les chansonniers, les conteurs, rappelèrent dans leurs récits la mémoire de Thomas Sankara, le président intègre, qui lui aussi avait tenté de rompre avec la dépendance avant d'être assassiné en 1987. Persister dans ce statu quo, c'était accepter la dépendance perpétuelle, la pauvreté organisée, l'humiliation continue. C'était renoncer à écrire son histoire, à défendre sa terre, à offrir un avenir digne aux enfants du pays. Mais dans ce climat d'asphyxie, un événement inattendu s'annonce. Un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, refuse de plier devant l'ordre ancien et s'apprête à bouleverser la donne. La nuit où tout bascule, personne n'imagine encore l'onde de choc qui va traverser la région. Ce soir-là, le silence de Ouagadougou cache une tension électrique, prête à exploser. Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs, les familles le barricadent pour leurs portes, tous pressentent que quelque chose d'irréversible se prépare. Refuser les armes venues d'ailleurs, rejeter toute négociation sur la souveraineté, Ibrahim Traoré ose ce qu'aucun chef africain n'a tenté depuis des décennies. Dans un monde où même les géants courbent parfois l'échine, il brise la règle du jeu. Plus question de solliciter la protection,
ni de troquer l'indépendance contre des faveurs étrangères. Désormais, le Burkina Faso, veut forger seul son avenir. Dès son arrivée, Traoré bouleverse l'armée. Ce n'est pas un simple changement de grade ou d'effectif. Il impose une discipline implacable, ravive la fierté nationale et mise sur la mobilisation de tous. Jeunes, anciens, femmes, chacun devient maillon d'une défense populaire. La sécurité du pays n'est plus l'affaire de quelques-uns, c'est un honneur partagé. Un exemple frappant, dans la province du Soum, des comités de vigilance se forment. Les habitants apprennent à reconnaître les mouvements suspects, à organiser des tours de garde, à signaler toute activité douteuse. Les écoles deviennent des lieux de sensibilisation à la défense du territoire, et les anciens transmettent leur savoir sur la faune, la flore, les pistes utilisées par les groupes armés. Les armes importées sont rejetées. Traoré relance la production nationale, encourage la naissance d'ateliers d'armement, valorise le savoir-faire local. L'autonomie devient mot d'ordre, chaque village, chaque quartier s'organise pour protéger le territoire. Les communautés, actrices de la vigilance, surveillant les frontières et prennent part à l'effort collectif. L'État ne délègue plus la sécurité, il la confie à son peuple. Un atelier d'armurerie à Koudougou, par exemple, emploie aujourd'hui plus de 50 artisans pour réparer et fabriquer des équipements adaptés aux besoins locaux. On n'attend plus des cargaisons étrangères, on innove sur place avec les moyens du bord, en recyclant parfois du matériel agricole pour la défense. Peu à peu, la peur s'efface. Les Burkinabés découvrent une mission nouvelle. L'impuissance d'hier se mue en détermination farouche. Chacun se sent responsable de la résistance, l'unité nationale renaît. On ne subit plus, on relève la tête, on affronte ensemble les menaces extérieures. Mais Traoré voit plus grand. Il lance une révolution de l'autonomie, reprendre le contrôle de l'économie, des ressources, de la diplomatie. L'État récupère ses sociétés stratégiques, réduit l'influence des concessions étrangères, investit dans l'agriculture et l'énergie locale. La souveraineté n'est plus seulement militaire, elle devient un projet total, une renaissance économique et politique. Ainsi, le Burkina Faso relance les coopératives agricoles. Dans la région de Gawa, par exemple, des milliers de paysans sont accompagnés pour relancer la culture du coton et du sorgho avec des semences locales, sans dépendre des multinationales. Des barrages hydroélectriques de taille modeste sont construits pour alimenter les villages en énergie, mettant fin à la dépendance vis-à-vis des réseaux électriques étrangers. Le prix à payer est immense. L'isolement menace, les sanctions se profilent, les grandes puissances multiplient les pressions. Certaines agitent l'ombre d'une intervention directe. Traoré le sait, chaque pas vers l'autonomie peut déclencher des tempêtes. Mais reculer, ce serait trahir la promesse faite au peuple. Prenons le cas du Mali, voisin du Burkina Faso, qui après avoir tenté une démarche semblable, a subi des embargos de la CEDEAO, des coupures bancaires, une rupture d'accès aux marchés internationaux. Les sanctions ont fait chuter les importations de médicaments de moitié en 6 mois. Traoré observe ces exemples, mais choisit de persévérer. Il persévère, car un pays qui ose dire non, affirmer haut sa dignité, devient symbole. Le pari est risqué, chaque village, chaque frontière, chaque jour peut faire basculer le destin national. Mais ce pari fait vibrer l'Afrique. Et si un autre modèle était possible? Mais derrière l'élan populaire, une question demeure. Jusqu'où le peuple burkinabé pourra-t-il tenir face à l'adversité? Les premières fissures apparaissent, testant la solidité de cette révolution inédite. À mesure que le Burkina Faso s'affirme, l'ordre du contrôle vacille. Les puissances étrangères, sentant leur autorité menacée, renforcent leur riposte. Des soldats débarquent sans bruit, des sanctions tombent comme des avertissements, et les médias orchestrent une campagne féroce pour diaboliser la résistance. Chaque geste, chaque communiqué cherche à faire peser la peur du prix à payer pour l'indépendance. La CEDEAO, longtemps perçue comme un rempart d'unité, se transforme peu à peu en outil de pression. Plutôt que de protéger les peuples, elle impose suspension et ultimatum, dressant un ultimatum implacable, obéir à l'ordre ancien ou s'exposer à l'exclusion. Sous les discours policés, c'est tout l'édifice postcolonial qui lutte pour survivre. Souvenons-nous de la crise ivoirienne de 2010, lorsque la CEDEAO avait menacé d'une intervention militaire contre Laurent Gbagbo, accusé de refuser l'ordre international. Le Burkina Faso, aujourd'hui, se retrouve dans une position similaire, avec cette fois le choix d'une rupture assumée. Mais le vent tourne. À Lagos, Dakar, Bamako, Lomé, la nouvelle se répand. Sur les ondes et les réseaux, dans les marchés et les taxis, la lutte burkinabé devient un symbole continental.
Les drapeaux s'agitent, des chants résonnent, les messages de soutien franchissent toutes les frontières. Ce combat pour l'autonomie, la dignité, le droit d'écrire sa propre histoire, rallie les foules dans un élan inédit. Cet écho soulève un dilemme brûlant, risquer l'émancipation totale ou choisir la sécurité de l'ancien monde. Les élites s'inquiètent, la population débat, les voisins s'interrogent sur leur avenir. Ce choix, posé sans détour, met à nu les failles non seulement du système régional, mais aussi de toutes les anciennes puissances dont la légitimité s'effrite. Car l'enjeu dépasse de loin le Burkina Faso. C'est la survie d'un État, sa réputation et, surtout, le danger d'une contagion à tout le Sahel. Si le modèle Traoré résiste, il peut redéfinir les règles pour toute une génération. Mais l'isolement, la menace sécuritaire, la fragilité économique planent, prêts à tout balayer à la moindre erreur. Face à l'orage international, comment tenir sans sombrer? L'avenir se joue sur un fil, chaque décision pouvant basculer le destin du pays. Mais au cœur de la tourmente, une certitude émerge. Plus rien ne sera comme avant. Et si la solution était plus proche qu'on ne l'imaginait? Le Burkina Faso nous force à regarder autrement. La souveraineté ne commence pas dans les sommets internationaux, mais dans la rue, sur le terrain, dans chaque décision économique ou stratégique. Là où régnait la peur et la résignation, on voit aujourd'hui une confiance nouvelle, forgée par l'effort collectif, la défense du territoire et l'invention de solutions locales. Concrètement, de nombreux Burkinabés redécouvrent des pratiques anciennes, abandonnées sous la pression des modernisations importées. À Zignaré, des groupements de femmes remettent à l'honneur la transformation du karité, produisant du beurre vendu localement, réduisant la dépendance aux importations de produits de beauté européens. À Fadan-Gourma, des jeunes inventent des pompes à eau alimentées par énergie solaire, construites avec des pièces recyclées. Mais cette autonomie a un coût. Rien ne se fait sans heurts ni sans sacrifice. Briser les anciennes chaînes, comme l'a choisi le Burkina Faso, c'est s'exposer à des tensions ouvertes avec les ex-puissances, à des ruptures difficiles et à un isolement diplomatique qui peut devenir lourd à porter. S'armer localement, protéger ses marchés, cela signifie parfois renoncer à certains soutiens et à un certain confort. Chaque pas vers l'indépendance réelle se paie, souvent au prix fort. L'autre face de cette quête, nul ne peut la nier. S'affranchir, ce n'est pas seulement refuser l'ingérence, c'est accepter de vivre avec moins de certitude, d'assumer une part d'instabilité, de repenser ses alliances. Cela exige une volonté politique inébranlable, une lucidité stratégique et l'acceptation que la dignité retrouvée rime parfois avec de nouvelles difficultés. Le chemin burkinabé n'a rien d'idéal. Entre ressources limitées, hostilité régionale accrue et méfiance internationale, ce modèle avance sur un fil. Pourtant, le pays ose défier l'ordre établi. Il prouve qu'une nation sans accès à la mer, sans grande richesse, peut refuser le destin qui lui était tracé. Mais il faut le rappeler sans relâche, aucune émancipation n'était gratuite. Regardons l'exemple de Cuba dans les années 60. L'île sous embargo américain a dû inventer une économie de la débrouille, miser sur la santé et l'éducation pour survivre. Résultat, malgré la pauvreté, la dignité nationale a été préservée, à un prix très élevé. La Corée du Sud, à l'inverse, a choisi l'ouverture progressive, négociant chaque étape de son développement. Le Burkina Faso, aujourd'hui, se situe entre ces deux modèles, tentant de tracer une voie propre. Voilà le vrai défi pour chacun. Comprendre que reconquérir sa souveraineté impose des choix courageux et des compromis douloureux. Il n'y a pas de solution miracle, seulement la lucidité de ceux qui acceptent de payer le prix de leur indépendance sans garantie immédiate de succès. Mais cette expérience burkinabé est-elle tenable dans la durée? Pour le savoir, il faut regarder comment le conflit et l'isolement transforment le pays jusque dans son quotidien. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, de petites coopératives solidaires se multiplient. On y apprend à cuisiner avec moins d'huile importée, à réparer des vélos au lieu d'en acheter de nouveaux, à mutualiser le peu d'électricité disponible. Des enseignants, privés de manuels venus de l'étranger, créent de nouveaux supports pédagogiques adaptés à la culture locale. Sur le plan politique, la vigilance est de mise. Les tentatives de déstabilisation sont quotidiennes. Rumeurs de coup d'État, infiltration par des groupes armés, pression pour signer des accords défavorables. Pour tenir, le pays doit investir dans la formation de ses cadres, renforcer la cohésion sociale et miser sur une justice indépendante. Des scénarios divergents se dessinent. Si le Burkina Faso parvient à maintenir une unité nationale, à diversifier ses partenariats, par exemple en se tournant vers l'Algérie ou la Turquie pour certains équipements, il pourrait résister à l'étouffement.
Mais si la défiance s'installe, si la jeunesse se décourage, le risque d'un retour en arrière est réel. Pour chaque Burkinabé, des gestes concrets sont possibles. Acheter local, valoriser les langues nationales, refuser la corruption, soutenir les coopératives citoyennes, exiger la transparence dans la gestion des ressources. C'est aussi cela, la souveraineté vécue au quotidien. La partie n'est pas close. Le Burkina Faso a fait un choix que peu osaient en imaginer, et vous, que feriez-vous face au même dilemme ? Pendant des mois, le pays a tenu tête là où on lui prédisait la chute. Certains voient en Ibrahim Traoré l'élan d'un peuple décidé à braver l'ordre établi. D'autres y perçoivent le risque d'une impasse, une marche solitaire sur la corde raide. Mais une chose est claire, ce défi dépasse désormais les frontières de Ouagadougou. C'est toute une région, peut-être même tout un continent, qui observe et retient son souffle. Le Burkina Faso a refusé la résignation. Il a rompu avec la vieille habitude de négocier l'indépendance à huis clos, sous tutelle étrangère. À la place, il a opté pour une souveraineté sans compromis, quitte à affronter seul les tempêtes diplomatiques, économiques et militaires. Ce pari n'est pas sans péril. L'isolement international menace, l'ombre d'intervention extérieure plane, et les anciennes chaînes ne sont jamais loin. En s'engageant sur cette voie, le pays pose une question brûlante. La souveraineté véritable s'arrache-t-elle ou se quémande-t-elle ? Le système postcolonial, longtemps présenté comme inévitable, se fissure à vue d'œil. Le modèle burkinabé suscite déjà l'intérêt d'autres peuples, prêts à réécrire le sens même de l'émancipation, même au prix d'un affrontement avec les forces du statu quo. Ici, ce n'est plus seulement le sort d'une nation qui se joue. Il s'agit de dignité collective, du droit de choisir son avenir, de refaire les règles d'un jeu longtemps biaisé. S'émanciper, c'est aussi accepter de marcher dans l'incertitude, de risquer de tout perdre pour une chance de tout reconquérir. Qui aura le courage de suivre cette voie ? Qui préférera la sécurité illusoire de la dépendance ? À votre avis, le Burkina Faso ouvre-t-il la voie d'une souveraineté authentique ou se lance-t-il dans une lutte sans issue ? Votre voix compte. Partagez votre avis, confrontez vos arguments, c'est dans ce débat que se dessine l'avenir. Le choix du Burkina Faso est un miroir tendu à toute l'Afrique et à chacun de nous. Que faire quand l'ancien monde résiste encore ? La suite appartient à ceux qui osent prendre